Nous allons voir ici ce qu'est un ILS, ainsi que la façon de l'utiliser au HUD. L'ILS Instrument Landing System, système d'atterrissage aux instruments, est un moyen radioélectrique d'atterrissage par conditions de mauvais temps. L'ILS est un système d'atterrissage de précision. Cela signifie qu'il fournit au pilote 3 informations sur sa position par rapport à la piste. Tout d'abord, une information de relèvement. Cela donne la position de l'avion par rapport à l'axe de la piste, s'il est à droite ou s'il est à gauche. Il donne ensuite une information en site, c'est-à-dire qu'il donne la position verticale de l'avion par rapport à une pente idéale de descente. Et enfin une position de distance par rapport au terrain. C'est parce qu'il fournit ces 3 informations que l'ILS est considéré comme un moyen d'atterrissage de précision. Il permet de descendre relativement bas sur l'axe de façon à acquérir le visuel de la piste le plus tard possible si les conditions météo ne sont pas bonnes. Il existe 3 catégories d'ILS. Ces catégories définissent la hauteur maximale jusqu'à laquelle ils peuvent faire descendre un avion lors d'une finale ILS. Cette hauteur est appelée hauteur de décision, Decision Height en anglais. Un ILS de catégorie 1 pourra faire descendre un avion jusqu'à une hauteur de décision de 200 pieds, c'est-à-dire 200 pieds au-dessus du seuil de piste. Un ILS de catégorie 2 pourra faire descendre un avion à une hauteur de décision comprise entre 100 pieds et 200 pieds. Et un ILS de catégorie 3 pourra faire descendre un avion jusqu'à une hauteur de décision comprise entre le sol et 100 pieds. Du fait de leur coût très élevé, les ILS de catégorie 3 sont surtout implantés sur les aéroports internationaux. Ils permettent toutefois de poser un avion même par des conditions de brouillard très denses. Toutefois, sur la plupart des bases aériennes, et notamment sur les bases aériennes dans Falcon, on ne trouvera que des ILS de catégorie 1. Voyons maintenant les différents équipements qui composent l'ILS. Nous avons vu que l'ILS fournissait 3 informations. On aura donc 3 émetteurs. Le localizer donne l'information de relèvement. Les antennes sont toujours disposées en bout de piste. Le glide slope, plus communément appelé glide, donne l'information en site. C'est lui qui donne la pente de l'ILS. L'antenne est toujours située sur le côté de la piste, 300 mètres environ après le seuil de piste. Les marqueurs ILS sont des balises situées sur l'axe de finale et qui donnent une information de distance. On peut trouver 3 types de balises sur une finale ILS. L'outer marker, le middle marker et le inner marker. Chacune de ces balises constitue en une petite cabane avec une antenne qui envoie un code Morse à la verticale de la balise. Lorsque le pilote entend le code Morse dans son avion, cela signifie qu'il est vertical de cette balise. Cependant, dans la version 4.5 de OpenFalcon, seul le outer marker et le middle marker sont implémentés. À savoir que vous ne trouverez pas forcément ces 2 marqueurs sur toutes les bases. En effet, certaines bases comme Kunsan ne sont équipées que d'une seule balise marqueur. On captera alors qu'un seul middle marker puisque toute la finale ILS est effectuée au-dessus de l'eau et qu'il n'y a donc pas de balise au-dessus de la mer. Chacun des marqueurs possède un code Morse qui lui est propre et qui permet de l'identifier. L'outer marker émettra 3 bips longs.
Le middle marker émettra un bip long suivi d'un bip court. La distance peut toutefois être donnée par un autre équipement plus précis, le DME. Cela peut être un équipement isolé comme sur la photo, ou alors, comme c'est le cas dans Falcon, on peut utiliser l'information DME provenant du TACAN. L'avantage de ce système est qu'il vous indique directement votre distance, et ce à tout instant. Les informations envoyées par ces équipements sont captées par l'avion au moyen d'antennes. Les informations concernant le localizer et le glide seront captées par l'antenne Glide Slope Localizer. Les informations provenant des marqueurs ILS seront captées par l'antenne marqueur Beacon. Et la distance du DME sera captée par l'antenne TACAN, que l'on voit ici, Lower TACAN. Une fois les signaux captés par les antennes, ils sont ensuite envoyés vers des équipements à l'intérieur de l'avion pour pouvoir les interpréter et ensuite les afficher au pilote sous la forme d'une symbologie sur le HUD. L'information sera alors présentée de la manière suivante sur le HUD. Sur le HUD ne sera affiché uniquement que le localizer et le glide. Les informations de distance DME ou de marqueur ILS seront affichées en tête basse. Nous verrons cela après. Le localizer est représenté par la barre verticale. La barre du localizer représente l'axe de piste. Lorsque le vecteur vitesse ou le FPM est aligné sur cette barre verticale, cela signifie que l'on est axé sur l'axe de piste. Lorsque le FPM est à gauche de la barre du localizer, comme c'est le cas sur la photo, cela signifie que l'on est à gauche de l'axe de piste et que l'on doit aller à droite pour revenir sur l'axe. Il faut donc virer vers la barre du localizer pour venir la centrer sur le FPM. Le glide slope est quant à lui indiqué par la barre horizontale de l'ILS. Pour être sur la bonne pente de l'ILS, il faut pour cela aligner le FPM avec la barre horizontale du glide. La barre du glide doit également être alignée avec la moitié de la barre du localizer. Attention, ce n'est pas la position du FPM en dessous ou au-dessus de la barre du glide qui définit si l'on est au-dessus ou en dessous de la pente de descente. Pour savoir cela, il faut alors regarder la position de la barre du glide par rapport à la barre du localizer. Sur la barre du localizer, on peut voir deux repères sur la partie supérieure de la barre et deux repères sur la partie inférieure de la barre. Ces repères permettent d'identifier la position de la barre du glide sur la barre du localizer. Lorsque la barre du glide est alignée avec le repère situé à l'extrémité en bas de la barre du glide, cela signifie que l'on est franchement haut par rapport à la pente idéale de descente. On devra donc augmenter la pente de descente et donc faire descendre le FPM sur le HUD pour aller rechercher la barre du glide. La barre du glide ne pourra pas passer en dessous de ce repère. Par contre, si réellement elle passe en dessous de ce repère, la barre du glide apparaîtra sous la forme d'une ligne discontinue et non plus continue pour indiquer que le glide n'est plus capté et qu'il est passé bien en dessous de la barre du localizer. À l'opposé de cette situation, lorsque la barre du glide est alignée avec le repère supérieur de la barre du localizer, cela signifie que l'on est franchement bas par rapport à la pente idéale de descente. L'action à ne pas faire dans ce cas-là, c'est de se mettre en montée
pour aller rechercher rapidement la barre du glide. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est remettre le FPM sur la ligne d'horizon et donc se mettre en palier et attendre que la barre du glide redescende. Si vous vous mettez en montée dans ce cas-là pour réintercepter plus rapidement la barre du glide, vous risquez alors de croiser très vite la barre du glide et de ne pas pouvoir vous réaligner dessus. Mettez-vous donc en palier et laissez-la donc redescendre jusqu'à la position du FPM pour se remettre à nouveau en descente ensuite. De même que pour la position en butée basse sur la barre du lock, lorsque la barre du glide est en butée haute sur la barre du lock, si réellement la barre du glide passe au-dessus de cette butée, à ce moment-là, la barre du glide apparaîtra en ligne discontinue pour indiquer que la barre du glide est franchement au-dessus de la barre du lock. Si cela se produit pendant la finale ILS lorsque vous avez débuté la descente, c'est une position extrêmement dangereuse et vous devrez alors remettre les gaz en urgence et demander à vous représenter pour une autre finale ILS. Par contre, cette position est tout à fait normale lorsque vous arrivez à 10 nautiques, en palier à 2000 pieds et que vous attendez de débuter la descente. Lorsque la barre du glide est alignée avec le repère situé sur la moitié inférieure de la barre du lock, cela signifie alors que l'on est légèrement haut. Vous devrez alors légèrement augmenter le piquet pour rejoindre la barre du glide. De même, lorsque la barre du glide est alignée avec le repère situé à la moitié supérieure de la barre du lock, cela signifie que l'on est légèrement bas et vous devrez alors diminuer la pente de descente que vous avez pour permettre à la barre du glide de revenir en position médiane. C'est la position dans laquelle on se trouve sur l'image actuelle. On peut voir également que la barre du glide dispose elle aussi de repères sur elle-même. Ces repères seront utilisés avec la barre du localizer. Tout comme tout à l'heure, lorsque la barre du localizer est alignée avec un des repères situés à l'extrémité de cette barre du glide, cela signifie que la barre du lock est en butée. Si la barre du lock passe réellement au-delà de ces butées, la barre du lock apparaîtra alors en ligne discontinue pour indiquer qu'elle est au-delà de la barre du glide. Dans ce cas, vous devrez alors virer franchement dans la direction de la barre du localizer pour venir la rechercher. Lorsque la barre du lock est alignée avec l'un des repères intérieurs de la barre du glide, cela signifie que l'on est légèrement à gauche ou légèrement à droite. On doit donc alors faire une légère correction en direction de la barre du lock pour revenir sur le lock.